quand j'essayais de vous présenter diverses étapes de la géométrie. Oh, pardon, oui. Donc, comme vous le savez, les géométries les plus anciennes qui ont été pratiquées sont de type euclidien, enfin elles sont nées avant, comme là le montre cette figure à Babylone. Alors, mais ça n'est que assez tard qu'on s'est interrogé sur la nature vraiment de l'espace et pourquoi, que signifie cet espace, que signifie cette géométrie. Donc je vais vous lire le texte, la recommandation d'Alain, plutôt que partir dans tous les sens, j'essaie de vous lire les transparents, donc de ne pas faire comme d'habitude. Donc Poincaré s'interroge, qu'est-ce que l'espace autour de nous? Il propose que le cerveau a d'abord accès aux déplacements rigides, qui sont des changements dans le monde, compensables par des mouvements du corps. Ceux-ci forment un groupe, ça veut dire qu'il y a une composition interne des transformations, il y a un élément neutre et on peut toujours inverser. Alors Poincaré a plus de mal avec l'espace. Celui-ci n'est pas directement fait de points, mais de classes de mouvements spéciaux, des sous-groupes du groupe HX qui correspondent aux indifférences plutôt des capteurs sensoriels, ce qu'elles ne peuvent pas sentir. Ainsi, l'espace dérive du temps. Il résulte de la comparaison de suites de sensations dues à des mouvements, et les points correspondent à des formes d'indifférence d'une partie du système nerveux. Ils correspondent en fait aux tours que l'on fait autour d'eux, que les points sont définis par eux-mêmes des formes de transformation. Cette géométrie organise par exemple les aires motrices primaires, les ganglions de la base, les entrées vestibulaires, les noyaux centraux et vestibulaires justement, et en bout du flot d'informations visio-vestibulaires, dans la région para-hippocampale, ce dont on vous a beaucoup parlé là aujourd'hui, où on trouve les cellules de lieu, direction de la tête, de grille, bref, tous les éléments de la géométrie classique d'Euclide. Mais on trouve aussi des cellules de bord ou de coin, de vitesse, de temps, donc des éléments de dynamique et de topologie, la géométrie nouvelle qui occupera Poincaré. Alors je vais vous dire qu'il y a plusieurs niveaux de géométrie qui sont apparus au cours du développement des mathématiques. Merci. Donc celui dont je viens de vous parler, c'est donc donné par une collection de sous-groupes dans un groupe. Par exemple, voilà, des rotations autour des points. Et un espace est défini par ce groupe de transformations, les transformations permises, et par ces sous-groupes. Alors il y a une alternative qui est un peu différente, mais qui a été retenue aussi, qui est juste de considérer tous les GH pour n'importe quel sous-groupe. C'est moins précis, et c'est différent dans la plupart des cas. Alors selon Riemann et Cartan, la structure précédente n'est retenue qu'infinitésimalement, c'est dans un tout petit voisinage des points. Alors apparaît la courbure comme une obstruction à faire agir globalement G, l'ensemble des transformations. Puis, donc selon les mathématiciens qui sont notés ici, Hamilton, Lagrange, Poincaré, Thom, Smale, etc., on peut introduire une dynamique ou un autre type de champ sur l'espace. Ce qui augmente les dimensions de l'espace et l'active d'une certaine façon. Et puis, selon Grothendieck et Verdier, plus récemment, les ensembles dans lesquels on travaillait jusque-là, même si c'était implicite jusqu'au XXe siècle, sont remplacés maintenant par des champs, par exemple des applications d'un graphe dans les ensembles et leur transformation, des transformations cohérentes. Donc on a une constellation de géométrie ordinaire ou courbée qui apparaît. Tous ces niveaux, on va le voir, sont à l'œuvre dans les cerveaux des animaux. Le cerveau travaille pas seulement en géométrie euclidienne, mais aussi dans d'autres géométries. Par exemple, pour plusieurs fonctions, avec des espaces affines. La géométrie affine, c'est celle qui oublie les longueurs et les angles. Elle part des points, des lignes droites, en retenant seulement la relation de parallélisme. Donc, je vous montre une image, je vais revenir après, voilà, pour une idée de ce qu'est un monde affine, essentiellement, où les perspectives sont remplacées par des constructions de parallèles. Alors, dans le cerveau, cette géométrie contribue à l'organisation et à la génération des mouvements volontaires, dessin et locomotion, en particulier à la relation entre forme et durée. Et là, je fais quand même une remarque, ceci est sans doute dû au fait que quand on a à agir, à faire un dessin ou à se déplacer, les images qu'on a en fait, sont déformées par des transformations de type affine. Flash et Hansel comprirent que la loi de la puissance 2/3, expérimentalement la vitesse linéaire proportionnelle à la courbure puissance moins 1/3, une faute, exprime une invariance équiaffine correspondant à l'unique sous-groupe de codimension 1 du groupe affine, donc c'est presque affine.
Avec Tamar Flash, Alain Berthoz et René de Fuchs et Kong Pham, Yaron Meirovitch, nous avons étendu l'analyse au groupe affine complet, ce qui permet d'inclure une forme localisée de l'isochronie. C'est une tendance à prendre le même temps pour deux mouvements équivalents modulant une transformation affine qui avait été déjà repérée par Binet-Courtier en 1893. Alors, où est-ce que c'est dans le cerveau? Donc, ça se voit aussi en imagerie. Tamar Flash a fait des expériences avec des spécialistes. Dans les aires visuelles profondes, bien sûr, comme OT, dans les aires prémotrices, dans le cervelet, on voit des activations spécifiques, dans les noyaux sous-thalamiques. Et là, donc, un renseignement que m'a donné Tamar Flash, nous travaillerons avec une neurologue, Rivka Inselberg, donc ils ont écrit plusieurs papiers qui mentionnent ça, c'est que chez les patients parkinsoniens, en fait, c'est cette isochronie, cette adaptation du temps pour des mouvements équivalents qui est en défaut, et pas tellement la loi de la puissance de tiers. Alors, ce que sont ces lois, donc je vais vous montrer ici sur cette image, c'est que chaque géométrie, au sens où je l'ai dit au début, c'est-à-dire un groupe et des sous-groupes, ne donne pas de longueur. La seule qui donne vraiment des longueurs, en fait, c'est la géométrie riemannienne, donc étant la géométrie euclidienne. Par contre, elle donne un temps de parcours le long des courbes de trajectoire. Toutes les géométries font ça, sauf les géométries très pauvres, en fait, avec très peu de transformations. Et donc, on a essayé de réinterpréter les mouvements, donc ici on voit des mouvements de la main et des mouvements de la marche, en fonction des paramètres propres de ces géométries. Par exemple, là-haut, quand on fait une ellipse allongée, en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est sur les parties plates, on adopte une allure euclidienne, on va à vitesse constante ordinaire, mais par contre, dès qu'on arrive sur les parties courbées, qui sont là en vert, très nettement, on passe dans une autre géométrie qui justement est cette géométrie équiaffine avec la loi de la puissance 1 tiers, enfin 2 tiers. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez donc, sur les figures, c'est on cherche la meilleure combinaison. Alors c'est exprimé en termes logarithmiques, donc c'est le produit des dérivés, à certains exposants qui expliquent des mouvements donnés. Et ce qu'on voit, c'est que dans la marche, effectivement, la partie euclidienne est très forte, alors que dans la main, surtout pour des trajectoires donc, qui reproduisent des ellipses, la partie affine, donc qui aide à adapter le temps de façon non automatique et QAffine, est très très forte. C'est la partie donc, qui se trouve ici en rouge. Alors il y a d'autres fonctions du cerveau qui, de façon très étonnante, utilisent d'autres géométries, en particulier justement la géométrie affine. C'est la géométrie, je dirais, des couleurs primaires, enfin primitives, c'est-à-dire que pas dans la rétine, mais déjà dans le corps genouillé, donc avant d'arriver dans V1. Et dans V1, on a pu démontrer que les activités des cellules fonctionnent de façon affine. Vous savez que l'espace des couleurs, en gros, à 3 dimensions, enfin, avant de devenir extrêmement compliqué, c'est-à-dire de tenir compte des interactions entre couleurs et de beaucoup d'autres choses, où il adopte une forme de courbure très forte, en fait, l'espace primaire des couleurs, qu'on reconstruit en colorimétrie, à 3 dimensions. C'est-à-dire la luminosité, et puis après, vous avez les axes rouge-vert, et puis l'axe jaune-bleu, essentiellement, hein, on peut faire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez maintenant modifier le spectre de couleurs reçues, en modifiant, par exemple, en dérivant la lumière vers le rouge, mais aussi en dispersant la lumière. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une lumière qui est, je dirais, groupée sphériquement autour du blanc, comme on ressent la lumière du soleil, on biaise ça, et à ce moment-là, on peut démontrer qu'en fait, les cellules réagissent, changent leur comportement de façon à compenser en utilisant une transformation affine. Donc, c'est la première règle sur laquelle je vais insister. Les géométries sont faites pour l'adaptation. La fonction d'une aire ou d'un réseau est un ensemble de dynamiques, de support X, donc c'est une formalisation mathématique d'un système dynamique, contrôlé par des paramètres dans un ensemble, U, d'autres cellules, des neurones, des cellules gliales, des neuromodulateurs. L'hypothèse est qu'il existe un autre système, noté I, comme imaginaire, en fait, qui établit un pont entre X et U. Il retient de X les caractéristiques essentielles, donc il comprend la dynamique de X, et il est en relation avec U, de manière à pouvoir guider des déformations dans U qui rétablissent la fonction dans X. Donc c'est une sorte de formalisation de l'adaptation. Alors c'est quelque chose qui est classique, ça s'appelle les superviseurs, par exemple en intelligence artificielle. Mais ce que nous proposons de plus spécial, c'est que pour cela, ils sont munis d'une géométrie avec un groupe de transformation. C'est un espace pour cette géométrie et qui décrit des plans
de déformation de U. Alors tout ça est venu, alors là c'est un paragraphe, je veux dire, s'il y a des mathématiciens égarés dans la salle, d'un rapprochement avec une théorie mathématique et celle des singularités. Le paradigme, c'est la théorie qui s'appelle le déploiement universel des potentiels de fonctions, due à Hassler-Whitney et René Thom. I, c'est alors ce qu'on appelle la cohomologie évanescente. C'est un espace abstrait qu'on associe à ces fonctions pour les niveaux complexifiés non singuliers de F, et il existe un isomorphisme local seulement. Donc il y a une ambiguïté entre les deux espaces, entre I et U, qui fut conjecturée par Grothendieck, Briscoe, et démontrée donc, par Loyenga Sato dans de nombreux cas. Donc si on revient à l'espace ambiant de Poincaré, la différence ici, c'est que la compensation entre actif et passif devient une compensation entre émulation dans I, donc l'ensemble de neurones qui fonctionnent pour contrôler U, en interne au cerveau. Donc c'est une compensation entre cette émulation et des modifications des entrées ou des sorties de la dynamique qui sont dues à des changements externes. Donc ça n'est plus une modification qui est due à l'action, mais c'est une modification qui est internalisée dans le cerveau pour compenser des changements des entrées ou éventuellement d'ailleurs des sorties. Donc c'est ce que montre l'exemple du contraste des couleurs, mais c'est aussi vrai pour les règles dynamiques, parce qu'on voit que quand on change des contraintes physiques, par exemple des mouvements de dessin, eh bien, la main fonctionne autrement, de façon à rétablir les règles malgré la mécanique différente. Ou bien ça a été appliqué en robotique, justement, par Kong Pham et Nakayama en 2015, en utilisant les transformations affines pour changer les objectifs au cours du mouvement. Alors ça, donc, c'est une représentation justement de cet espace, alors qu'on voit mathématiquement comme une forme d'espace idéal, donc c'est H, où sont des transformations idéales données par le groupe G, mais ça induit des transformations concrètes dans les paramètres U qui règlent la dynamique. Donc c'est ça la clé du truc, c'est ce troisième espace, donc qui est pas fait n'importe comment. Voilà. Donc pour revenir plus près du cerveau, et on peut difficilement utiliser justement la cohomologie évanescente telle qu'elle, j'ai utilisé un travail assez récent que j'ai fait donc avec un biologiste, Pierre Baudot, donc plus proche du cerveau réel et de ses versions artificielles, en fait, s'appelle la cohomologie d'information, et elle offre de tels triplets d'espace. Ici, donc qu'est-ce qui remplace les dynamiques? Donc il y avait lieu dans X. En fait, ce sont des variables aléatoires. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, ça peut être des neurones, ça peut être des populations qui répondent d'une certaine façon, donc qui prennent un certain nombre d'états. Quels sont les paramètres donc, de U donc, qui les déforment? Ce sont des lois de probabilité ou bien des matrices de Markov pour les transitions qui, justement, disent avec quelle probabilité les variables vont prendre telle ou telle valeur. Et I, à ce moment-là, on peut démontrer, en utilisant donc une théorie dont je vais parler après, qui est la théorie des topos, justement, de Grothendieck, qu'il y a une cohomologie adaptée à cette situation. C'est-à-dire qu'on peut prendre, effectivement, avec toutes les variables aléatoires, former une sorte de nouvel espace, c'est une catégorie, et les lois de probabilité arrivent ici comme des sortes de fonctions généralisées sur cet espace. On prend la cohomologie dans le sens indiqué par Grothendieck, et sur quoi on tombe? On tombe en fait sur... alors, pour ce qu'on peut en calculer aujourd'hui, sur les entropies, donc ce qu'on appelle l'entropie, a cette fonction-là par rapport aux probabilités, c'est-à-dire de donner une sorte de caractère idéal, c'est-à-dire de décrire les probabilités autrement, à partir des fonctions d'information multiples qu'on peut déduire de l'entropie. Alors, ces quantités ne sont pas en fait des choses aussi abstraites. Elles sont utilisées aujourd'hui dans tous les modèles d'apprentissage, quasiment, dans tous les modèles d'apprentissage généraux. Donc, je reviens à notre sujet. Je vais vous parler d'une application de ça, et en même temps donc, de l'outil général qu'on doit avoir en tête, qui utilise ces fonctions d'information. Donc c'est le formalisme dit de l'énergie libre, donc en apprentissage bayésien. Donc c'est une forme un peu sophistiquée de juste la maximisation de l'explication par des probabilités de ce qu'on observe. C'est tout. Et Carl Friston, donc, qui est impliqué dans ce travail, justement, développe une théorie générale du fonctionnement du cerveau basée
sur ce type de fonction d'énergie libre. Donc ici, je vais parler un tout petit peu d'un travail qu'on a fait donc avec David Rudrow, qui est un original neuroscientiste qui est à Genève en ce moment, et donc qui propose une sorte de géométrie de la conscience. Elle est formalisée exactement comme disait Alain Berthoz, une géométrie des changements de point de vue. Donc, comme on vient de l'entendre dans l'exposé, sauf qu'on va essayer de dire ça mathématiquement. Donc on prend ce principe d'analyse variationnelle bayésienne pour l'apprentissage et la décision. Il y a une fonction, donc on va appeler FE, semblable à une énergie libre en physique statistique, on va voir comment. Quelle est l'inconnue? C'est une loi de probabilité a posteriori. C'est-à-dire je veux redistribuer mes connaissances sur tous les paramètres internes qui représentent la connaissance des états du monde, mais aussi du corps, du cerveau lui-même, incluant les motivations et les intentions, les politiques d'action. Voilà. Donc il y a un a priori, c'est PA, c'est des probabilités qui existent déjà, et puis il y a des observations, donc XL. À ce moment-là, la fonction qu'on va minimiser, qui est sur cet espace donc, de paramètres U, qui ici est vu comme un ensemble de probabilités, pour régler le fonctionnement d'un certain nombre de variables. Elle est faite comme ça. Vous voyez, vous avez donc moins log, donc que la probabilité qu'on construise prédise les observations qu'on vient de faire. Plus donc l'espérance du moins log des a priori. Ces deux termes-là, en physique, interviennent comme des énergies internes. C'est-à-dire, par exemple, les a priori sont quelque chose comme une énergie interne donc, qu'on cherche à minimiser. C'est ça que dit ce travail. Et pareil donc pour les nouvelles données. Et vous avez maintenant la négantropie, donc qui contribue de façon essentielle pour que en fait, toute cette fonction-là, dans l'ensemble, s'interprète de façon universelle comme une distance au sens des probabilités. On est obligé d'introduire cette entropie. Donc l'entropie, je pense que tout le monde connaît, mais de rappeler mathématiquement, donc c'est la moyenne, donc pour une loi de probabilité, du logarithme de cette loi, quantité donc, qui a été introduite par Helmholtz, Boltzmann, et qui est à la base de la thermodynamique et aujourd'hui de la théorie de l'information aussi. Voilà. Alors une application, donc justement, revenons aux symétries. Il dit qu'est-ce qui va caractériser le système lié à la conscience, c'est que au lieu d'avoir une prise en compte du monde euclidien qui nous entoure ou d'autres types de mondes, on va décrire la variance du monde de façon complètement construite par le cerveau, je dirais, par un espace projectif. On remplace l'espace ordinaire par un espace projectif à 3 dimensions, donc qui complète l'espace affine, et une des variables du système est un repère sur ce système. La loi sur le repère, comme les autres lois du réseau, est choisie pour minimiser donc, l'énergie libre. Et une fois le repère choisi, avec les autres lois a posteriori qui en découlent, perception et action découlent. Donc un système dynamique émerge ainsi qui crée un nouvel état a priori, de nouvelles observations, etc. Donc c'est une manière de dire que finalement on a un réseau d'apprentissage, mais ce réseau d'apprentissage va dépendre d'un repère qu'on se donne. Pourquoi la géométrie projective? Parce que c'est celle qui a formalisé précisément les échanges de points de vue, c'est-à-dire les faisceaux d'observation d'un point sur un autre. Donc on vient de publier récemment avec David Rudolph ici, donc publié sur Archive et soumis dans un journal, une application de ce modèle où le changement de repère projectif qu'on met sur le monde explique, avec des calculs un peu élaborés, que cette illusion, qui est très connue, qui s'appelle l'illusion de la Lune, Moon Illusion, qui fait qu'on voit la Lune presque 2 fois plus grosse quand elle est à l'horizon et qu'il y a un paysage que quand elle est dans le ciel. Bon, il y a 10 000 explications, mais on aime mieux celle-ci. Alors, je viens donc au point qui était le titre, c'est des géométries de topos. Oui. Dans le cerveau, on vient de voir une variété de géométries qui est utilisée pour des adaptations particulières. Elles servent aussi à coordonner les fonctions de plusieurs aires ou de populations dans une aire. Mais il est également nécessaire de coordonner un ensemble de géométries différentes. Par exemple, de passer d'une géométrie à une autre. Ceci peut se faire, effectivement, en introduisant cet outil nouveau que j'ai dit tout à l'heure,
Donc c'est un faisceau d'espaces géométrisés au-dessus d'une catégorie d'informations dans le sens précédent. C'est-à-dire qu'on voit les variables d'informations comme des points, donc ce qu'on appelle une catégorie, et les flèches, donc dans ce genre de catégorie-là, sont en général données juste par appauvrir la variable. C'est-à-dire, et les contre-flèches, on remonte les flèches, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'informations, donc des variables de plus en plus compliquées. Et au-dessus de cet ensemble de variables, donc c'est des réseaux comme nous a montré Laure, en fait, tout à fait. On met maintenant, au-dessus de chacun des points, un espace géométrisé. Donc c'est ce qu'on appelle un topos. Il y a des hypothèses techniques que je vais vous passer. Donc c'est des diagrammes d'ensemble de variables où agissent des diagrammes de transformation compatibles. Donc l'exemple le plus simple, c'est celui d'une chaîne. Alors on s'aperçoit très vite que si on veut expliquer quelque chose, les groupes ne suffisent pas tout à fait. On est aussi obligé de faire, à la place des groupes, de mettre des sortes de catégories aussi, qui ont les propriétés d'un groupe, qu'on appelle des groupoïdes. Vous allez voir un exemple dans un instant. Voilà, qui remplacent les ensembles, les transformations naturelles, remplacent les applications. On peut ajouter une notion de raffinement, formant une topologie, qu'on appelle au sens de Grothendieck. Voilà. Donc les détails sont dans un article qui est paru donc avec Alain Berthoz en 2017, donc dans les actes d'un congrès de robotique à Toulouse. Donc, c'est mon dernier slide. Voilà. Donc, maintenant, on arrive à quelque chose de plus précis, justement, ce qui nous a motivés avec Alain Berthoz. Ce n'est pas seulement d'allier toutes les géométries. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une géométrie derrière tout mouvement. Vous voyez, les mouvements, qu'on déplace un objet, qu'on déplace notre corps ou qu'on imagine un avatar, sont tous dans l'espace ordinaire. Ce qui va faire qu'elles ont une géométrie différente, c'est l'action qu'on y fait. Nous avons proposé que pour la préparation et l'exécution des mouvements, ces nouvelles sortes de géométries, qui sont au sens des topos, justement, sans point usuel, dans les topos, sont nécessaires. Et nous cherchons actuellement à décrire précisément les éléments. Donc le mieux, c'est de voir des exemples. Par exemple, l'espace des postures du bras pendant la préhension d'un objet. Alors, on pense qu'il existe un espace géométrisé, dans le sens précédent, dont la géométrie couvre la géométrie des déplacements de l'objet, mais prend en compte les difficultés et surtout, donc le slide principal, l'adaptation. C'est-à-dire que quand je veux prendre un objet, je peux être amené à le prendre autrement parce qu'il y a une perturbation. Et donc là, d'où la nécessité d'avoir cette géométrie. Alors il y a aussi donc, la locomotion, donc on déplace le centre de gravité, mais avec un corps, un avatar de soi en imagination, voilà, qui donne des géométries internes, tenant compte des forces en particulier, et qui couvrent celles des déplacements des objets rigides ou des trajectoires du centre de masse. Dans les exemples qu'on regarde, la catégorie est vraiment très peu, et c'est l'exemple que je vais vous donner dans un instant, c'est juste une flèche. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est juste remplacer ensemble par une flèche entre deux ensembles, c'est-à-dire une application entre deux ensembles. Chaque fois qu'il y a ensemble, c'est l'idée des topos, c'est-à-dire qu'on ne considère plus jamais des ensembles, mais on considère toujours que ces ensembles sont des champs, en fait, sur quelque chose qui les organise. Alors, l'exemple, le seul que je peux vous présenter vraiment, il vient d'une question de roboticien, justement, Jean-Paul Lemont, avec lequel nous travaillons, Justin Carpentier, Nicolas Mansart. Qu'est-ce que toutes ces idées donnent dans le plus simple des modèles de commande optimale? Et comment est-ce qu'on les relie avec les Lagrangiens qu'on considère d'habitude dans la commande optimale? Donc, je prends l'exemple le plus simple. C'est, il faut transformer... Enfin, en fait, il s'agit de faire bouger quelque chose. Faire bouger quelque chose, en général, par translation, réclame des rotations. C'est ce qu'on fait quand on marche. Donc ici, l'exemple le plus simple, c'est deux roues et une barre. Chacune des deux roues, pour pouvoir tourner, il ne faut pas que les deux roues tournent à la même vitesse, sinon on va aller tout droit. Donc, chacune des deux roues peut tourner avec deux vitesses indépendantes. Ce qui permet d'avoir tous les déplacements du plan. Alors à ce moment-là, quel est l'espace des configurations de ce système? Alors on voit bien, il faut le centre de la barre, il faut savoir l'orientation de la barre, et il faut savoir comment sont faites les deux roues, c'est-à-dire il y a un angle sur les roues. Alors la proposition là très simple, c'est que la posture de ce système, c'est vous oubliez les points marqués qui paramétrisent juste la position des roues.
Parce que c'est complètement indifférent. Le mouvement que je vais faire par la suite, si je change les numérotages sur les roues, je peux aussi bien le réaliser de la même façon. C'est un peu ce qu'on appelle une invariance de jauge en physique. Donc je supprime ces deux variables. Le centre de la barre, c'est ce qui permet d'envoyer donc, cet espace I, donc comme idéal ici, sur le plan euclidien. Alors maintenant, quelle est la géométrie? Ici, on n'a pas le choix. En fait, on prend tous les chemins permis par le système. C'est-à-dire que ce système est ce qu'on appelle un système non holonorme. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec une barre et deux roues, même si elles vont à des vitesses différentes. Vous avez une contrainte sur le mouvement qui fait que vous avez certains chemins qui sont permis dans le mouvement et d'autres qui ne sont pas. Donc c'est ça que vous prenez, c'est ça exactement d'ailleurs un groupoïde. Alors je saute la redondance puisque je dois arriver à la conclusion. Quel est justement maintenant? Donc vous voyez que I, c'est une espèce de caricature du vrai système. J'ai oublié les roues en fait, ce qui paraît stupide puisque c'est les roues qui font avancer le système. Donc comment est-ce qu'elles se rétablissent? Maintenant, qu'est-ce que c'est que donc, U, l'espace de contrôle? Que connaissent les roboticiens? Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est du Bin, peut-être, qui a trouvé. C'est qu'en fait, pour bien contrôler le système, ce qu'il faut, c'est donner comme paramètre, c'est les accélérations angulaires des deux roues. Et vous mettez ça, comment est-ce que c'est lié à I? Et vous avez justement cette équation différentielle qui vous dit maintenant comment la barre va se déplacer en fonction du contrôle. Et cette équation différentielle est tout à fait analogue. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le temps intervient que dans le modèle que j'ai pris avec la fonction d'énergie libre. Par contre, c'est tout à fait ce qu'on trouvait dans le paradigme que j'ai dit pour les singularités. C'est-à-dire qu'on intègre des équations différentielles en fait pour bouger dans I et pour reproduire une dynamique dans U. Voilà. Donc juste ici, vous avez quelques références. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Merci.